Bon, alors est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas, qui viennent de débarquer peut-être ce serait bien quand même de faire un petit rappel, parce que comme on fait un live par mois, il y a peut-être des nouveaux, ou même s'il n'y a pas des nouveaux, il faut un petit peu rappeler ce que c'est Formule Brute, parce qu'en fait, Formule Brute, c'est l'émission de ce soir où on parle de molécules, mais en fait chaque émission est dédiée à une molécule en particulier. Ce soir, ça sera le highlight sur l'ammoniac. Ouais. Je t'interromps Vas-y, une seconde. Est-ce fini. que tu aurais pas quelque chose qui tourne en fond parce que tu l'agouilles chez moi? Ah ouais? Ton son il coupe sur OBS et moi je perds pas de paquet, ma connexion elle est ok, donc je sais pas si c'est pas toi qui aurais une petite surcharge sur le réseau. Mais, est-ce que le chat peut confirmer ça? Moi j'ai pas d'image perdue. Après je sais que j'ai éventuellement Robin est nickel pour moi. Non mais ça doit être moi. Peut-être que c'est Taco. Je sais pas. J'ai tout quitté. Les gens ont l'air de dire que. Non mais très bien. Bon après on verra. Ouais, donc l'émission Formule Brute, c'est une émission en partenariat, enfin on est en collab tous les deux. Et oui. On est tous les deux chimistes de formation, plus ou moins. Get est pas mal pixelé. Non, oui, mais alors ça c'est parce que c'est le retour. Oui, puis moi mon retour à chaque fois sur OBS, je te vois avec une image un peu plus pixelisée. Mais tu sais, OBS a tendance aussi à compacter les images au niveau de la cam. Donc, on est tous les deux chimistes de formation et on est tous les deux vulgarisateurs et on voulait faire un truc un peu tous les deux parce qu'on s'appréciait. Yes. Et on étudie. À chaque émission, on va étudier une molécule, on va parler de son utilité, de sa formation. Est-ce que c'est une découverte ou est-ce que c'est une invention? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Il y a une différence de laboratoire et de nature. Et donc, on a pu traiter de l'eau, on a pu traiter de la nitroglycérine, du glyphosate, du chloroforme et j'en oublie une. L'hydrazine aussi. L'hydrazine, tout à fait. C'est ça. Parce que là, on est à notre 8e. Oh, je sais plus, 7e. Ça passe vite. Et c'est vrai qu'on a déjà balayé pas mal de molécules, dont certaines plus connues que d'autres. Bon, la molécule d'eau, il va sans dire. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire, mais on a l'important, c'est pas qu'on essaye de parler de toutes les molécules qui existent, parce que autant vous dire qu'on n'y arriverait pas, il y en a une infinité ou presque. Le plus important, c'est de en fait se focaliser sur des molécules un peu phares qui sont importantes pour notre société d'aujourd'hui et qu'on ne soupçonne pas forcément, parce que c'est vrai que dans la vie quotidienne, on rencontre rarement déjà des chimistes, et quand on rencontre des chimistes, c'est pas forcément pour parler de chimie, mais voilà, on se fait un petit peu notre petit plaisir coupable de chimiste à vouloir parler de molécules et à montrer en quoi justement elles sont importantes dans le fonctionnement de nos sociétés pour diverses applications. Et aussi, le but c'est pas seulement de parler de la molécule en elle-même, mais un peu de principes chimiques ou même scientifiques en général autour de ces molécules-là. Parce que quand on raconte un petit peu l'histoire de la découverte des molécules, ça donne aussi un prétexte un peu pour parler d'histoire des sciences, par exemple. Quand on parle de certaines propriétés de la molécule aussi, ça permet d'évoquer d'autres disciplines comme la physique ou d'évoquer des lois un peu générales sur le fonctionnement de l'univers. Donc c'est aussi intéressant dans une certaine mesure d'aborder certains points de science par la chimie finalement et la matière, et les transformations de la matière, puisque c'est ça la chimie. C'est ça. Voilà. Pour ce faire, on est tous les deux en live sur nos chaînes respectives. C'est ça. On a un bot qui fait le lien entre les deux. Donc, ce que vous écrivez dans le chat de l'un se verra dans le chat de l'autre. Et vous pouvez avoir une interaction comme ça, inter-chat. Faute de mieux, parce qu'on pourrait faire une squad stream. On n'est pas... si vous vous abonnez. Si, en fait, si vous êtes suffisamment nombreux pour qu'on soit partenaire. Il faut passer Twitch. Partenaire. Donc, c'est même pas tant l'abonnement, c'est plus cette 75 présents viewers en permanence sur nos lives. Ce qui est vraiment pas donné. Très bien. Ça fonctionne très très bien. Et oui, pour le moment, on fonctionne sans, mais voilà, à l'occasion, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez soutenir nos chaînes respectives, n'hésitez pas à revenir. Je sais qu'il y en a c'est notamment le cas de Yann dans le chat qui est revenu un peu sur la chaîne. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Il y a des noms comme ça de gens qui passent à des moments et après on voit plus pendant des mois et ils redébarquent. Il n'y a pas de souci, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir certains noms que je vois plus rarement. Il y a, oui, donc voilà, nos deux chaînes sont en live, donc n'hésitez pas à aller soit sur la chaîne de Get, soit sur la mienne. Dans tous les cas, le chat est commun. Donc vous pouvez écrire votre message dans n'importe quel chat, il sera retransmis à l'autre chat et comme ça,
tout est bénéf, rien n'est perdu. Vous pouvez même communiquer entre chat, entre vous, entre les viewers. Donc c'est parfait. Petite parenthèse, je remercie beaucoup Annie pour son sub. Annie qui vient de rentrer dans le tableau périodique des éléments en tant qu'hydrogène. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Ça fait vraiment chaud au cœur. Bienvenue. Et je vois que on a attaqué directement les hostilités avec Hollywood qui nous dit on doit bien connaître le procédé Haber-Bosch. Ça va faire partie des sujets un peu inévitables, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Oui, le procédé Haber-Bosch, c'est le procédé le plus simple de synthèse. Le plus avantageux en tout cas pour l'humain pour synthétiser en grande quantité de l'ammoniac. Voilà, et c'est un des procédés même les plus célèbres sur le plan de la chimie et même en termes d'application pour l'humanité. Mais avant d'en parler davantage, dans le détail, peut-être il faut parler de la molécule elle-même. Eh oui, bien joué, c'était exactement ce que je voulais faire, un petit teasing. Donc voilà, on commence toujours par une petite introduction avec des infos un petit peu générales sur la molécule d'ammoniac. Et je pense que cette molécule-là, il va falloir aussi revenir un petit peu à la base au sens de parler aussi de son orthographe en fait. Parce que c'est important de bien l'écrire, enfin de bien savoir comment on écrit ammoniac. Est-ce que ça finit avec un C ou est-ce que ça finit avec Q? Mais déjà, est-ce que tu veux nous montrer la molécule qu'on appelle la molécule d'ammoniac? Est-ce qu'il l'a déjà affiché sur son retour? Et oui, c'est incroyable, il l'a là. Il a ça grâce à son super logiciel. Et ça, c'est plutôt pas mal ça. Putain, Annie qui a pris un abonnement de niveau 2, c'est un truc de ouf ça. Merci beaucoup, il a upgrade son abonnement. C'est la première fois que j'ai un viewer qui prend un abonnement de niveau 2. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci pour Robin. Ouais, mais n'hésitez pas à aller soutenir Get aussi. Hein. On peut s'abonner aussi sur sa chaîne. Alors, cette fameuse molécule d'ammoniac, molécule d'ammoniac, elle est assez simple. Elle a une forme de pyramide. Déjà, on voit qu'il y a une base triangulaire avec les points blancs qui sont là, et il y a un gros point bleu au centre avec le sommet de la pyramide qui est un peu vide. Ce sommet de pyramide, on verra qu'il peut se remplir sous certaines conditions. La formule brute de la molécule, c'est NH3. Ouais, on rappelle que la formule brute, qui est le nom de notre émission, c'est la formule, on va dire, la plus simple avec laquelle vous pouvez décrire une molécule. Donc la formule brute va vous donner tout simplement la nature des atomes qui composent la molécule et aussi leur nombre. Donc la formule brute pour l'ammoniac c'est NH3, donc N pour l'azote, H pour l'hydrogène et le 3 c'est parce qu'il y a 3 atomes d'hydrogène. Donc c'est ce qu'il montre ici, donc NH3, 4 atomes dont un azote au central, le bleu, et 3 hydrogènes représentés en blanc autour. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. La forme, non mais pas de problème. La forme de la molécule, c'est une forme de pyramide parce que on va avoir quelque chose autour de, on va avoir la présence d'électrons qui vont faire en sorte que les atomes qui vont venir se greffer à l'azote, les hydrogènes qui vont venir se greffer à l'azote vont être repoussés vers le bas. Ça va pas être un plan, ça va pas être sur un plan comme une feuille. On va avoir cette forme de pyramide. Et on va voir que les électrons qui sont présents dans ce nuage, dans cette présence, dans ce sommet de pyramide, vont pouvoir servir à former un dérivé de l'ammoniac, l'ion ammonium, qui va avoir un rôle très particulier. Un rôle très particulier. Dont on va parler un peu plus tard. Et voilà, donc là on est rentré un peu plus dans les détails en parlant de notion d'électrons. Parce qu'effectivement, on rappelle que les atomes, eux-mêmes, ces entités, donc les atomes, c'est comme l'azote, l'hydrogène, ce sont des atomes. Et chaque entité, chaque atome, en fait, possède des électrons. Les électrons, c'est la particule élémentaire qui forme, on va dire, la périphérie de l'atome, qui est plutôt, qui forme tout ce qui est périphérique au niveau de l'atome. Et après, au centre de l'atome, vous avez aussi un noyau, mais on ne va pas développer ça davantage. En tout cas, les électrons, ils ont un rôle essentiel dans les molécules parce que c'est eux qui vont former le ciment entre les atomes, ce qui fait que dans la molécule d'ammoniac, l'azote, par exemple, central, il est lié à 3 hydrogènes. C'est parce que en fait, l'azote a mis
a sacrifié, a mis en commun un électron, et l'hydrogène a mis aussi en commun un électron. Et quand chaque atome met en commun un électron, ça va former une liaison. Et c'est ce qu'on a ici. On a trois liaisons entre l'azote et chaque hydrogène, quoi. Donc, et là, ce dont parlait Gerd Barzens, non, il parlait pas des électrons qui forment la liaison, mais il parlait plutôt d'électrons supplémentaires qui sont pas utilisés pour faire des liaisons chimiques, mais qui sont au niveau de l'azote et qui sont présents un peu au-dessus du coup. Au-dessus de la pyramide, ils sont là, et c'est un peu eux qui repoussent finalement les hydrogènes vers le bas. Tout ça pour vous dire pourquoi on en a parlé vite fait, c'est pour un petit peu expliquer la forme pyramidale du coup de la molécule, parce que en chimie, on peut expliquer pourquoi telle molécule a telle forme dans l'espace en regardant justement ce qu'on appelle la distribution électronique. C'est tout simplement où sont répartis les électrons dans la molécule. Et là, comme il y a une partie des électrons qui sont au-dessus, des électrons un peu supplémentaires, entre guillemets, qui sont au-dessus de l'azote, en fait, ça va forcer les hydrogènes à se rabaisser parce qu'ils n'aiment pas trop les électrons, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc ça, c'était un petit info supplémentaire pour aller un peu plus loin. Pour ceux qui avaient pu être sur mon live, il n'y a pas de question con, il y a quelques mois maintenant, on avait parlé de la forme des molécules, de la molécule d'eau en l'occurrence, avec la théorie VSEPR, Vesper, qui est exactement ce que Robin est en train de décrire. Si on arrive à prédire la forme de la molécule d'ammoniac sous forme de pyramide, c'est que c'est grâce à cette théorie VSEPR, et on a donc le doublet d'électrons qui est là, qui vient repousser les atomes d'hydrogène pour les avoir... Pour aller un peu plus loin, ce que dit Yann, il dit c'est la valence. En gros, oui, c'est quand on dit la valence, voilà. Les électrons de valence, c'est les électrons qui sont en plus par rapport aux électrons de cœur. Mais on ne va pas rentrer plus dans les détails parce que, encore une fois, on n'est pas là pour donner un cours de chimie parce que ça s'adresserait qu'aux spécialistes, qu'aux gens qui veulent suivre, et on va essayer de rester assez général. On va d'ailleurs directement aller dans le concret. Tu l'as écrit, c'est un gaz. Et c'est un gaz à température ambiante et à pression atmosphérique. Moi, je peux vous montrer l'image de à quoi ça ressemble. En fait, souvent, c'est stocké dans des bouteilles, tout simplement, comme des bouteilles de gaz. Dans les bouteilles de gaz, vous pouvez stocker plein de gaz différents. Donc l'ammoniac, en fait, de base, quand on ne précise rien, vous allez voir que c'est important, c'est un gaz, en fait. C'est parce que c'est une molécule qui est... On dit volatile, elle ne peut pas rester spontanément, naturellement liquide quand elle est à pression et température ambiante. Spontanément, elle va passer en phase gaz. C'est exactement comme si... c'est parce qu'en fait, sa température d'ébullition, du coup, sa température de passage de l'état liquide à l'état de gaz est tellement basse que en fait, spontanément, c'est comme ça qu'elle existe. Par contre, on peut avoir... de l'ammoniac liquide si on se met dans certaines conditions. Pour faire un gros résumé, la molécule d'ammoniac vibre trop rapidement pour pouvoir former des liaisons qui permettent de rigidifier la structure intermoléculaire et d'avoir un objet liquide. La molécule d'eau fait de même. À température ambiante, elle vibre juste assez fort pour être un peu liquide, pour former quelques liaisons avec d'autres molécules d'eau pour être liquide. Et si on chauffe, on fait vibrer la molécule de plus en plus fort, et à 100 degrés, elle s'évapore un peu avant, mais on va dire que la température d'ébullition de l'eau est à 100 degrés, parce qu'à ce niveau-là, elle rompt toutes les liaisons qu'elle peut former avec les autres molécules autour d'elle, et elle devient gazeuse. L'ammoniac, ça va être pareil, et tous les gaz, en résumé, ça va être un peu pareil. Ils ont des propriétés où ils vont pouvoir vibrer de plus ou moins fort et former des liaisons pour être solide, liquide, gazeux, pour avoir des changements de phase. Ouais, par exemple, à la température d'ébullition, j'ai regardé, c'est moins 33 degrés Celsius. Donc tant que vous êtes en dessous de moins 30... au-dessus, pardon. Tant que vous êtes au-dessus de moins 33, si vous êtes... du coup, la plupart des endroits sur Terre sont plus chauds que moins 33 degrés. La plupart. En fait, vous êtes en condition de phase gaz. Alors, moins 33, il faut toujours préciser Yann, la pression qui va avec. Je pense que c'est la pression atmosphérique. La température d'ébullition, c'est bien moins 33 à 1 bar de pression. Enfin, à pression. Ah oui, quand on dit ébullition, pardon. Oui, quand on dit ébullition, on sous-entend que c'est à pression atmosphérique, c'est ça ? Oui. Contrairement à température de... c'est quoi là du coup pour quand on dit que c'est pas précisé la pression, c'est température d'évaporation? Non, c'est pas ça.
Ça doit être ça dépend du Et- changement de phase. Non mais Ça attends, dépend mais... du diagramme de phase. Attends, mais je crois que quand tu disais température d'ébullition, ça sous-entendait tout le temps qu'on était à pression atmosphérique. Le terme ébullition. Alors non, ça non, doit pas être forcément. évaporation. Ça doit être C'est peut-être évaporation. Bon, et- bref, c'est je sais du plus, détail. bref. Dans tous les cas, quand Euh, en fait, bon, on l'a dit déjà à plusieurs lives, mais c'est important de le rappeler, c'est le fait que l'état de la matière, l'état dans lequel se trouve votre molécule, que ce soit liquide, gaz ou solide, en fait, il est dépendant pas seulement de la température, mais de la pression. Et on utilise en chimie et plutôt même en physique, parce que c'est plutôt des problématiques de physiciens en fait, les états de la matière. On utilise ce qu'on appelle des diagrammes de phase. Ce sont des diagrammes de pression-température qui, pour justement des pressions et des températures données, vous renseignent sur l'état dans lequel se trouve l'azote justement. Je suis en train de regarder, mais je crois que j'avais réussi à choper dans mes petites recherches celui de l'ammoniac justement. Comme ça. Hop. Ça va ressembler à un truc comme ça, où on va avoir Ah quelque bah, chose de solide. je l'ai l'as chopé. Moi, je l'avais retenu. Pouf. Excellent. Excellent, Smithers. Donc voilà, ça c'est bon, c'est histoire de faire un petit aparté pour aller légèrement plus loin, mais vous inquiétez pas, on va pas vous présenter des tonnes non plus de propriétés physico-chimiques. Vous n'êtes pas trop là pour ça. Mais les diagrammes de pression-température, c'est en gros l'évolution de la pression en fonction de la température. Enfin, plutôt ça vous donne en fait les courbes d'évolution de la pression en fonction de la température, et en fait ça va vous délimiter des zones qui vont correspondre aux zones des états de la matière, entre la zone de l'état solide, la zone de l'état liquide et la zone de l'état de gaz. Et en fait, pour n'importe quel couple de pression et de température donné, donc vous pouvez prendre par exemple là la condition qu'il y a dans votre chambre actuellement. Dans votre chambre, il y a une certaine pression qui est probablement la pression atmosphérique, du moins je vous le souhaite, et la température qui est probablement une température pas trop chaude, et je vous le souhaite également. Et en vrai, je pense que la pression dans ma chambre est plus faible que chez toi. oui, parce que Je peux le parier, voilà, parce que je suis à 800 mètres d'altitude. c'est ça. Toi, t'es à Aix-en-Provence. Je suis un peu plus bas, ouais. En gros, la pression, elle va dépendre, pour un gaz, elle va dépendre de la quantité de gaz, grosso merdo, c'est ça, non, pour un volume donné, on va dire ça. Et donc, plus vous montez en altitude, moins vous avez de densité de molécules. Moins il y a d'atmosphère au-dessus de notre moins tête vous avez- il y a d'atmosphère. pour faire du poids, Oui. et donc la pression diminue. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes à une pression plus faible. Ouais. Et bon, Il y avait une bref, bonne dans question tous les cas, là, en Pardon, se mettant, je finis juste mon explication, après on prend la question. Vas-y. Dans tous les cas, si vous vous amusez à prendre la température, donc là c'est en Kelvin, il faut faire attention, vous prenez votre température, si c'est en degrés Celsius, et vous faites plus C'est 273. 273. Donc si c'est 25 degrés, c'est à peu près 300. Donc vous mettez à 300 et vous mettez à 1 bar à peu près, parce que c'est la pression. Donc c'est oui, c'est ça, c'est 1000 kilopascal. Moi je sais plus. Bon, le problème c'est que c'est en pascal. 1013, là, c'est un 1013. truc, C'est un truc foireux, c'est un hectopascal. Mais bon, bref. C'est une atmosphère. C'est une atmosphère. Bon, bref, dans tous les cas, en fait, vous tombez, si vous prenez le couple, vous allez tomber à peu près par là. Donc, dans la zone gaz, donc c'est bien gaz. Et en fait, si vous voulez avoir de l'ammoniac liquide, vous pouvez augmenter la pression. Augmenter la pression, et après, vous allez passer en phase liquide. Et ça, pourquoi je vous le montre? Parce que ça a une application aussi pratique. C'est-à-dire que quand vous voulez transporter un gaz, et c'est là où ça devient un peu plus intéressant, un peu plus général, on va dire, pas que pour l'ammoniac. Une manière de transporter les gaz, vous n'allez pas les transporter en phase gaz, parce que en phase gaz, le gaz il va prendre toute la place qu'il veut. Alors que si vous arrivez à liquéfier votre gaz en le comprimant, du coup, vous allez, en comprimant le gaz, vous allez aussi pouvoir en mettre plus, quoi. Enfin, en poussant le gaz, en essayant d'en mettre un maximum et donc d'augmenter la pression, il va se liquéfier, et en phase liquide, vous allez pouvoir en mettre davantage, entre guillemets, quoi. Ouais. Vous avez moins de limitations, donc vous pouvez plus en transporter, et c'est là où ça devient plus intéressant. Ça devient économique, tout simplement. Économique, ouais. Et puis ça évite d'avoir des gros ballons qui peuvent poser des problèmes aussi. On a vu que des gros ballons de gaz, d'hydrogène par exemple, au hasard, on avait des petits soucis de type explosion, de type brûlure, de type... Donc, en fonction du gaz, en plus, ça peut être dangereux. Et l'ammoniac, on verra dans notre pérégrination de ce soir que c'est pas dingue comme gaz, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue santé. Vous l'avez vu tout à l'heure, je sais pas si vous avez fait attention, mais sur la bouteille que j'affichais, je vais essayer de... Sur la bouteille que j'affichais, en fait, il y a clairement des étiquettes qui sont déposées. D'ailleurs, les étiquettes, on en a parlé un petit peu de les pictogrammes qui sont mis sur les produits chimiques.
ils sont obligatoires sur tous les produits qui sont manipulés et même sur les bouteilles. Et donc là, il y a des pictos tête de mort et main qui brûle et un poisson crevé. En gros, ça veut dire c'est pas faut pas rire, faut pas jouer avec la bouteille quoi. Ça veut dire ne pas la faire tomber et si possible ne pas le lancer aussi, tu vois, ne pas jouer avec comme un ballon de rugby. Après, c'est souvent lourd. Qui explose. Alors il y a pas alors tu crois pas si attends, wait a minute, parce que si on s'intéresse vraiment à tous les pictos, en fait, c'est aussi inflammable. En fait, c'est un gaz qui collecte un peu tout. C'est des conditions particulières. C'est des conditions particulières. C'est pas le gaz le plus inflammable qui existe. Honnêtement, c'est moins sensible que le dihydrogène, par exemple. Mais il y a des conditions dans lesquelles l'ammoniac peut brûler, voire exploser, même dans l'air, en fait, hein, si vous le comprimez dans certaines conditions, etc. Bon, bref. En fait, on va dire que l'ammoniac n'est pas inflammable. Les produits aminés, les produits nitrés, eux, peuvent azoté, le devenir. Voilà, les produits azotés peuvent l'être. Ouais. On avait parlé de la nitroglycérine. Dans nitroglycérine, il y a le nitro. Il y a nitré, nitrate. Et les nitrates, c'est des molécules à base d'azote. Donc, on a vraiment si on n'a pas explosion de l'ammoniac, on a stockage énergétique dans la molécule d'azote, dans les molécules formées par l'azote. Et en plus, il y avait une question. Je reviens. Attends, excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. Je voulais illustrer ce que tu disais. Je voulais illustrer ce que tu disais. Le port de Beyrouth. Le port de Beyrouth, boum. Mais en fait, je voulais illustrer ce que tu disais en vous disant, souvenez-vous des molécules qu'on a traitées avant, nitroglycérine et hydrazine. C'était toutes les deux des molécules azotées, on va dire, avec des groupements nitrés justement avec de l'azote. Et voilà, ça a été deux molécules qui ont des applications dans tout ce qui est explosion et combustion, flamme et compagnie, quoi. Bon, bref, fin de la parenthèse. Il y avait une question de Foxan un peu plus tôt dans le chat qui disait ça se retrouve où l'ammoniac à l'état sauvage ? C'est une très bonne question. C'est qu'il y a plein d'espèces d'animaux et de bactéries qui vont utiliser de l'ammoniac. Nous, on va en rejeter un peu naturellement dissous dans l'eau qu'on rejette dans nos urines sous forme d'urée. On va avoir des composés dérivés d'ammoniac et on va pouvoir extraire de l'ammoniac à partir des urines dans des procédés de séchage, de décantation, d'isolement. Et on va pouvoir utiliser cet ammoniac pour faire plein d'actions depuis et on sait maîtriser ça depuis l'Antiquité. On avait les tanneries dans la Grèce antique, en Égypte aussi, qui utilisaient les dérivés d'urée pour utiliser l'ammoniac contenu dans les urines pour tanner les peaux et obtenir un cuir de meilleure qualité. Et d'ailleurs, étymologiquement parlant, ammoniac vient de Ammon, un dieu égyptien qui avait un temple à côté d'une mine de sel d'ammoniac. Ouais, qu'on appelait le salmiac en fait, qui est de formule NH4Cl. Donc en fait, c'est ça. En fait, pour la petite anecdote, pourquoi j'en profite pour parler du salmiac, parce que NH4Cl, en fait, ça a l'air bourrin comme ça, mais c'est un sel, en fait. Et c'est comme par exemple, le chlorure de sodium, le sel de table, c'est NaCl. Il y a donc c'est du sodium Na et Cl, c'est le chlorure de sodium. Et NH4Cl, c'est un autre sel qui est chloré, comme le chlorure de sodium, sauf que c'est du chlorure d'ammonium. Donc à la place d'avoir du sodium, vous avez de l'ammonium. Mais en fait, c'est aussi un produit du coup qu'on trouve naturellement. Donc on peut trouver de l'ammoniac donc sous forme d'ammonium dans un sel là qui était extrait du coup par les Égyptiens de l'époque. Si tu exposes mon écran, j'illustre le. D'accord. Ouais, j'aurais dû. Yes. Ah ouais, bien joué ça, l'illustration du sel. Donc voilà, le sel qui est en chimie en fait une catégorie de substances qui contient une partie plus et une partie moins. Le NaCl, c'est par exemple le chlorure de sodium, donc le sel de table, c'est Na+, et Cl-. Et là, le chlorure d'ammonium, c'est NH4+, et Cl-. Donc en fait, NH4+, c'est l'ammonium. C'est pas exactement l'ammoniac, mais c'est un peu son penchant
son penchant acide, on dirait, dans le jargon, mais c'est pareil, on va prendre le temps d'expliquer ça un peu plus en détail. Mais que ce soit l'ammoniac ou l'ammonium, c'est des espèces qui sont très proches et qui peuvent, on va dire, s'interchanger, se passer de l'une à l'autre. Parce que la seule différence, c'est un H+. Bon, bref, on va pas rentrer... on pourra éventuellement rentrer plus dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement, l'ammoniac se trouve. Il peut se trouver sous forme NH3, mais aussi, on le trouve facilement dans les sels sous la forme de NH4+, quoi. C'est ça. Donc, il y avait ça. À un moment, tu as parlé, parce que là, on a fait un petit peu d'histoire, mais je voulais revenir sur cette partie de où est-ce qu'on le trouve dans la nature. En fait, il faut savoir que notre métabolisme lui-même, en fait notre corps, il a besoin de produire ses propres molécules pour fonctionner, ses propres acides aminés, ses propres protéines. Donc ça, c'est des mots que je pense qui doivent au moins vous parler au moins grossièrement dans votre tête. Et que ça soit des acides aminés ou des protéines, les protéines sont des assemblages d'acides aminés. Tout ça, ce sont des molécules en fait qui possèdent de l'azote, en fait, un atome d'azote. Et votre métabolisme, pour produire ces molécules-là, il fait tout un tas de réactions chimiques de transformation qui sont très complexes. Et un des produits, justement, un des déchets des transformations qui se passent dans votre corps, c'est l'ammoniac. Donc en fait, nous, quand on mange et qu'on fait fonctionner notre métabolisme, on va produire de l'ammoniac, donc on va finalement s'auto-intoxiquer. Bon, en fait, ça, c'est juste la première partie de l'histoire, parce que l'ammoniac que notre corps produit, il va pas rester comme ça. Notre corps est aussi fait pour prendre l'ammoniac qui est en surplus et finalement s'en débarrasser. Comment on s'en débarrasse? Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, en fait, l'ammoniac va être transformé en urée ou en acide urique, c'est ça? Ouais, si je dis pas de bêtises. Ça. Et en fait, une fois transformés en urée et en acide urique, ils sont beaucoup moins toxiques pour le corps. Et après, ils sont évacués du coup via l'urine quand on va aux toilettes. Et ce qui est assez amusant, c'est que une fois, quand vous vous urinez et que vous vous débarrassez de ces composés azotés, et bien après dans la nature, il va y avoir au contraire certains micro-organismes qui vont récupérer l'acide urique ou l'urée et qui vont à l'inverse le retransformer en ammoniac. Et après l'ammoniac pourra servir éventuellement pour les plantes, pour d'autres organismes. Les composés azotés en général sont primordiaux à la croissance des plantes, des végétaux, et que ce soit sous forme d'ammoniac comme ça, ou sous forme de nitrate, des oxydes d'azote, on va pouvoir avoir une assimilation végétale de tout ça, et on verra que l'ammoniac, alors déjà, l'ammoniac était utilisé sous forme d'engrais, oui, à l'Antiquité aussi. Donc on avait compris que pisser sur le pommier faisait que l'arbre poussait mieux. Et donc, on utilise les dérivés azotés depuis l'Antiquité pour pimper nos champs, pour que les rendements soient meilleurs. Et on le fait de manière industrielle aujourd'hui, et on verra que épandre des quantités importantes d'ammoniac ou de composés azotés pose des problèmes parce qu'il y a un ruissellement qui se fait, il y a un nettoyage, un lavage qui se fait avec les eaux de pluie, et les eaux de pluie chargées d'ammoniac ou de nitrate, etc., se retrouvent dans les nappes phréatiques, se retrouvent dans les rivières, et on se retrouve avec des croissances d'algues parce que ça fait croître les végétaux. Le principe d'un engrais, c'est de faire croître les végétaux. Et donc, on a des problèmes environnementaux en fait à cause de ça. On a des problèmes environnementaux du fait des productions d'ammoniac industrielles et du rejet dans la nature. En fait, l'ammoniac, on va un peu spoiler un des messages les plus importants le concernant, mais c'est une molécule vraiment élémentaire. En fait, c'est une brique de base, si vous voulez, pour former tout un tas de molécules biologiques essentielles qui contiennent de l'azote. D'accord. Si vous réduisez un petit peu, imaginez vous avez vos protéines, vos acides aminés ou plein d'autres molécules ou des enzymes, enfin bref, des molécules essentielles de votre corps, vous souhaitez les réduire dans la brique élémentaire la plus simple, ça va tendre plutôt vers de l'ammoniac justement, parce que c'est le composé azoté le plus simple. Vous avez un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Et en fait, en tant que brique élémentaire, elle est essentielle. L'ammoniac, c'est une molécule essentielle pour le fonctionnement des organismes, que ce soit des animaux ou des végétaux. Mais elle est essentielle quand elle est passagère, c'est-à-dire quand elle peut être métabolisée et transformée en autre chose.
Et c'est comme beaucoup de molécules, elle devient un problème quand il y en a en trop grosse quantité. Et on va encore le dire, mais c'est la dose qui va faire le poison. C'est-à-dire qu'au bout d'un Exactement. moment, quand on va avoir trop d'ammoniac, les organismes vont pas pouvoir gérer tout cet afflux-là, vont pas pouvoir le métaboliser et s'en charger. Donc l'ammoniac va plutôt avoir un rôle toxique, mais même écotoxique du coup. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'image du poisson crevé. C'est que ça finit par altérer la biodiversité. Voilà, c'est pas que la molécule est dangereuse pour l'environnement, justement, elle est primordiale pour l'environnement, mais du coup, ça crée des développements d'algues qui peuvent finir par étouffer des écosystèmes, qui peuvent finir par étouffer des étangs, des trucs comme ça. C'est ça. Donc, parce que ça va entraîner la prolifération de certains types d'organismes qui vont eux-mêmes éventuellement influencer autour de l'environnement. On parle d'eutrophisation, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est le fait qu'il y a trop de nutriments, et en particulier des nutriments, là dans notre cas des nutriments ammoniaqués, du coup qui ont beaucoup d'azote. Et l'eutrophisation, ça consiste à qu'il y a tellement de nutriments qui s'accumulent qu'on va avoir la prolifération de certains organismes qui vont utiliser tous les nutriments qu'il y a sur place, et ils vont bouffer tout ce qu'il y a autour. Et ils vont notamment, ce qui est dangereux, c'est ce que tu disais, c'est qu'ils vont choper l'oxygène en fait. L'oxygène environnant, et en retirant l'oxygène environnant, en fait ils vont asphyxier littéralement, ils vont asphyxier les autres espèces qui ont besoin d'oxygène. Et c'est comme ça qu'on va avoir des endroits, des bassins, plutôt des milieux aquatiques du coup, qui vont souffrir de ça, parce qu'il y aura très peu d'oxygène. Ouais, voilà. Quand on voit ces lentilles d'eau à la surface de rivières, c'est une preuve d'eutrophisation. Quand on voit les algues vertes le long des plages en Bretagne, c'est un exemple d'eutrophisation. C'est les rejets humains de la baie de Saint-Nazaire et de la Loire et de tout ça qui viennent se redéposer sur en mer, et il y a des développements d'algues au large de la Bretagne. Et ces algues, ensuite, quand elles se décomposent sur les plages de Bretagne, libèrent des composés soufrés, des composés nitrés qui peuvent causer des irritations et des brûlures aux gens qui se promènent sur ces plages. Donc il faut faire attention, c'est des problèmes écologiques qu'on connaît, qu'on essaye de maîtriser, mais pour ce faire, il faut monter à la source, et la source, c'est les épandages d'engrais, de composés nitrés et azotés en général, sur les champs, sur les cultures. Il y a cette eutrophisation dont on a parlé, mais il y a aussi, tu l'as évoqué, le côté acide en fait, corrosif. Parce que vous l'avez vu sur la bouteille, il y avait aussi un signe avec des mains qui sont brûlées. Ça, c'est le signe que le composé est corrosif et donc qui peut attaquer. Parce que l'ammoniac, on sait qu'il va participer à l'acidification en fait des milieux, notamment les pluies. Ça va être un des responsables des pluies acides via l'ammonium, justement, qui va rendre certains milieux plus acides, et qui peut justement faire en sorte comme c'est acide, il y a certains les organismes qui sont très sensibles à l'augmentation de l'acidité peuvent en souffrir davantage, notamment les organismes aquatiques type coraux, etc., qui ont des squelettes en carbonate de calcium, ils prennent encore plus cher. J'avais vu une remarque de Stiophante sur le fait que les Romains se faisaient des bains de bouche à l'urine pour avoir les dents blanches. Alors j'imagine que ça doit être un fact historique vrai, mais ça serait pas étonnant, parce que dans l'urine est acide, il me semble, légèrement, à cause des acides qu'il y a dedans. Et je pense que c'est probablement pour le caractère acide que ça a été utilisé, puisque l'acide peut, entre guillemets, décaper, peut retirer une partie des choses qui se collent sur les dents. Mais bon, il y avait une question, on vous recommande pas de faire ça. Il y avait une question de Foxan qui était en rapport avec les rejets azotés. Il demandait si l'urine des animaux c'était pareil. L'urine des animaux, c'est même combat. Et d'ailleurs, il y a des animaux qui produisent plus de nitrates, de nitrites, de composés azotés que les humains ou que d'autres espèces. Nous, on a des urines plutôt propres, entre guillemets. Elles sont ce qu'elles sont, mais il y a des animaux comme les porcs, par exemple, qui rejettent énormément plus de composés azotés. Et d'ailleurs, les élevages de porcs sont en général proches de cultures qui demandent énormément d'azote pour pousser, betteraves, les choux, les trucs comme ça. Et la Bretagne est un très bon endroit pour faire des cultures de végétaux qui demandent beaucoup d'azote et
d'élevage de porc. Parce qu'il y a une symbiose entre les deux où les déjections de porc vont se retrouver sous forme d'engrais, sous forme d'épandage, pour nourrir ces cultures. Ouais. Le problème, c'est que en général, comme en Bretagne, il pleut un peu beaucoup, on va épandre plus que nécessaire pour ces cultures-là, et on se retrouve avec un lessivage des sols et des eaux de pluie qui se retrouvent chargées en composés azotés et qui vont se retrouver dans les eaux des rivières, dans les eaux de la mer. Et voilà, ça va acidifier en fait, on a oublié de préciser la différence de sens entre ammoniac avec un C ou QE, et on a fait un peu le mixte. En parlant d'ammoniac depuis tout à l'heure, on a mélangé ce qu'on appelle l'ammoniac avec un C avec l'ammoniac avec QE. En fait, pour faire bien la distinction, c'est que c'est la même molécule. Donc c'est NH3. J'illustre. D'accord, ça marche. Je vais te montrer. Je vais montrer ce que tu fais. On voit pas ce que tu montres là. Pardon. Il faut que je. Merde, je l'ai fermé. Donc en fait, c'est bien la même molécule, ammoniac, NH3, un atome d'azote, 3 atomes d'hydrogène. Sauf que lorsqu'on l'écrit avec un C à la fin, on parle de l'entité gazeuse, en fait, tout simplement l'entité pure. Non. Pardon, C, oui. Avec un C, c'est l'entité pure. Donc c'est lorsque c'est un gaz, parce que quand il est pur à pression, je le redis, mais à pression atmosphérique et à température ambiante, il est en phase gaz. Et quand on met un QUE, on sous-entend qu'il est en fait en solution aqueuse, c'est-à-dire qu'il est dissous dans l'eau. En fait, l'ammoniac, c'est un gaz, certes, mais c'est un gaz qui se dissout très bien dans l'eau. C'est-à-dire que si vous le faites buller dans une solution, dans de l'eau, tout simplement, si vous arrivez à mettre un tuyau et le mettre dans un verre d'eau, par exemple, le gaz va certes s'échapper, va finir par quand même aller dans l'air, mais il y aura une partie qui va réussir à se dissoudre dans l'eau. Et donc là, on parle d'une solution d'ammoniac, QUE à la fin, pour dire que c'est de l'ammoniac en solution aqueuse, en fait, tout simplement. Et donc, quand on parle d'épandage, quand on parle du fait qu'on verse de l'ammoniac, là, on verse plutôt des solutions aqueuses, même si je crois que j'avais vu qu'aussi, on peut aussi injecter de l'ammoniac en phase gaz, en plantant, tu mets des tubes d'ammoniac dans le sol, comme ça, tu les enfonces suffisamment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, si vous le versez des solutions aqueuses, donc de l'eau qui contient de l'ammoniac, ça, on peut s'imaginer que ça s'infiltre bien. Mais même le gaz, voilà, si vous le mettez dans le sol et que vous injectez du gaz ammoniac dans le sol, en fait, le gaz, en remontant à la surface, il va être piégé par les molécules d'eau qu'il peut y avoir dans le sol, parce que l'eau est vraiment de partout. Et en étant piégé dans l'eau, il va pouvoir rester là et il va pouvoir être utilisé comme nutriment par les organismes qu'il y a à côté. Donc pour un chimiste, c'est important de faire la distinction. Et nous, quand on parle ammoniac, on la fait pas vraiment. Mais en fait, pourquoi c'est aussi important de faire la distinction ? Parce que c'est une molécule du coup qui peut facilement passer d'une phase à l'autre. Puisque au contact de l'eau, comme c'est très soluble dans l'eau, ça peut facilement aller dans l'eau. Et c'est pour ça qu'après, ça peut se retrouver dans les pluies aussi, facilement. Pour vous donner un ordre d'idée de la quantité d'ammoniac gazeux qu'on peut dissoudre dans l'eau, pour 100 grammes d'eau, on peut mettre 89 grammes d'ammoniac dans l'eau. On peut en dissoudre 89 grammes. Donc on peut doubler la masse on peut presque doubler la masse de notre échantillon parce qu'on peut mettre 89 grammes d'ammoniac gazeux dans de l'eau liquide avant de voir une saturation. C'est beaucoup. Dans 89 grammes d'ammoniac pour 100 grammes d'eau. Il y a Stioffan qui parlait de son caractère corrosif. Il dit qu'il attaque le cuivre. Effectivement, il est connu pour être corrosif, ce gaz, mais il est aussi utilisé. Alors, on a parlé de l'application engrais. On a évoqué le côté explosif parce que tout ce qui est azoté, nitré en général, ça peut rentrer dans des formulations d'armement, etc. Mais il y a aussi son côté réfrigérant, en fait. C'est un gaz qui va être utilisé pour refroidir, en fait, parce que dans les procédés de refroidissement, c'est un gaz qui se refroidit facilement quand on le détend, j'imagine, c'est ça. À mon avis, c'est un gaz que tu peux détendre facilement, donc ça veut dire
la détente, c'est le fait de réduire la pression d'un gaz. Et en réduisant la pression de l'ammoniac, vous pouvez facilement le descendre à des températures très basses et le liquéfier justement à moins 33 degrés. Donc ça peut servir de réfrigérant. Mais le problème, c'est que comme il est corrosif, tous vos tubes, vous ne pouvez pas le faire déplacer dans des tuyauteries qui sont métalliques parce qu'il a tendance à bouffer tout ce qui est métaux. Et donc il vous faut des tuyaux qui soient dans des alliages résistants, on va dire, à la corrosion. Des plastiques. Ou des plastiques, ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà. C'était le petit aparté sur la remarque, sur le fait qu'il est corrosif. Je voulais revenir vite fait sur le cycle de l'azote, parce que c'est comme quelque chose que j'ai un peu appris en faisant les recherches, justement, et je l'ai affiché là sur mon écran. Vous connaissez peut-être le cycle de l'eau pour l'eau, la circulation de l'eau atmosphérique entre les nuages, la mer, les précipitations, les nappes phréatiques, etc. En fait, l'azote a aussi son propre cycle. Donc l'azote en tant qu'élément du tableau périodique, le N, le N de l'azote. Et dans ce cycle-là, il y a l'implication de l'ammoniac à un moment. L'ammoniac est un maillon de la chaîne, en fait. Et ce qui est intéressant comme fact aussi à comprendre ce challenge de l'ammoniac, on l'a dit, les composés azotés, les plantes en ont besoin, les organismes vivants aussi, enfin les animaux aussi, c'est-à-dire que l'azote, c'est un élément de la matière organique qui est essentiel. Ça fait partie des chons ou des schnops, donc c'est ces fameux éléments de la matière organique. L'azote, c'est vraiment essentiel. Et le truc, ce qui est un peu mal fait dans la vie finalement, c'est que de l'azote, on en a beaucoup dans l'atmosphère, puisqu'on a en fait du diazote. On respire à 80% dans l'air, à chaque bouffée, vous respirez 80% de diazote. Et là, vous vous dites, mais c'est con parce que cet azote atmosphérique qu'on respire, en fait, il ressort quasiment tel quel de nous, quoi. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous servir directement. Ça ne va pas être de l'azote utile. Alors que pourtant, on est constitué d'azote. On devrait se servir du diazote atmosphérique. Le problème, c'est que le diazote atmosphérique, qui est écrit ici N2, donc c'est 2 atomes d'azote, c'est une molécule qui est très stable en fait, qui est difficile à casser, donc vous pouvez très difficilement récupérer l'azote qui est contenu dans cette molécule-là, alors même qu'il y en a 80% dans l'air, tu vois, c'est ridicule. C'est un peu du foutage de gueule, tu vois. Si Dieu devait refaire la création, bah, il créerait des organismes vivants capables d'utiliser un peu mieux l'atmosphère dans laquelle ils vivent, tu vois. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Nous, on n'est pas capable de le faire, ouais. Mais les plantes, elles, sont capables d'assimiler cet azote gazeux. Alors, elles vont beaucoup absorber par les racines. Justement. De l'ammoniac et des nitrates et des composés azotés qui sont dans le sol. Mais elle est capable d'assimiler un petit peu cet azote atmosphérique. Alors, ouais, vas-y, excuse-moi, fini. C'est pas aussi important que les composés dissous dans le sol, on est bien d'accord. Mais elles sont capables d'absorber un petit peu ce gaz. Et ensuite, on rentre dans cette pyramide de cycle de la vie, où on a les plantes qui sont mangées par les herbivores, les herbivores sont mangés par les carnivores, et donc à chaque fois qu'il y a consommation, on a un échange d'ammoniac, enfin d'azote et d'ammoniac entre autres, pour permettre ce cycle d'écologie où on a des écosystèmes en général, où on a des herbivores qui vont manger des plantes, qui vont absorber cet azote pour pouvoir former des acides aminés, pour pouvoir croître et pour pouvoir se reproduire. Et ensuite, les prédateurs qui vont venir chasser ces herbivores. Et qui vont récupérer l'azote comme ça. Ils vont récupérer ça. Et quand ces prédateurs vont mourir, ils vont se décomposer, ils vont être décomposés par des bactéries, par des animaux, par des insectes, qui vont utiliser l'ammoniac retrouvé dans les corps et l'azote retrouvé dans les acides aminés, etc., pour pouvoir
perdurer et se reproduire. En fait, c'est exactement ça, c'est qu'il y a un cycle, donc la matière est recyclée. Et donc, ce que veut montrer le cycle, je vais rentrer légèrement plus dans les détails après, mais ce que le message général du cycle, c'est de dire que en fait, l'azote, l'atome d'azote en lui-même, il va faire un voyage dans l'écosystème. Il va passer d'un organisme vivant à un autre, d'un système à un autre. Des fois, il va changer un peu de forme. À un moment, ça va être au sein d'une molécule d'ammoniac. À un moment, ça va être au sein d'un nitrate, qui est une autre forme de molécule azotée, etc. etc. Et en fait, ça va être un recyclage en boucle qui va faire que jamais la matière ne va être perdue finalement. Encore une fois, tout se crée, rien ne se perd, tout se transforme, si je puis me permettre. Mais voilà, c'est un peu le message qu'il faut ressentir. Un peu comme dans le cycle de l'eau, où finalement, votre molécule d'eau dans le cycle de l'eau, elle ne fait qu'un cycle, elle va revenir au même point de départ après être passée par les différentes phases du cycle, quoi. Je vois qu'il y a Tienou qui a fait... Non, c'est Yann qui a fait une remarque très pertinente en disant justement, c'est parce que il y en a beaucoup, que c'est parce qu'on l'utilise pas justement l'azote qu'il y en a beaucoup. Effectivement, la plupart des molécules, quand des molécules abondent, c'est parce qu'elles sont généralement très stables et qu'on ne peut pas forcément les utiliser. Exception faite de l'eau, parce que l'eau est stable, c'est vrai, mais on l'utilise quand même. Enfin bon, bref, c'est tout un sujet, mais c'est assez intéressant d'en parler. Bon, bref, pour revenir sur cette histoire, je vais revenir sur un point de détail que tu as dit. Effectivement, dans une certaine mesure, on ne peut pas utiliser l'azote atmosphérique, mais il y a quand même une stratégie qui est faite par les plantes. C'est une histoire de symbiose avec des bactéries qui sont enfouies. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait un zoom, mais ça n'a pas du tout zoomé. Si comme ça marche un peu mieux. Des bactéries qui sont enfouies au niveau des, on va dire, des racines. Alors désolé pour les botanistes du chat, j'ai pas du tout les bons termes, mais en gros vous avez une sorte de symbiose entre des bactéries et certaines plantes. Et dans cette symbiose-là, les bactéries en question, elles vont être capables de fixer justement l'azote. C'est ce qui est écrit ici, la fixatrice d'azote. Donc elles vont choper le N2 atmosphérique et en fait elles vont être capables de transformer ce diazote en méthane ou en composé, on va pas dire pas en méthane, pardon, je veux dire en ammoniac, mais pas seulement en ammoniac, mais en composé azoté en général, en nutriments on va dire azotés, qui vont être après intéressants pour la plante, quoi. Et en échange, la plante va aussi apporter certains nutriments. C'est un échange de bons procédés, la symbiose. Voilà. Donc ça, c'est une des manières qui existent pour rentrer dans ce fameux cycle. Vous voyez aussi qu'en bas, là, il y a des bactéries qui spécifiquement vont produire de l'ammoniac. Donc là, ils ont mis NH4+, c'est l'ammonium. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ammoniac et l'ammonium, en fait, c'est deux molécules d'une même pièce. Finalement, elles sont très cousines. Voilà, deux phases d'une même pièce, pardon. Et après, cet ammoniac qui est ici, qui constitue un chaînon, on va dire, de ce cycle, il peut lui-même évoluer en d'autres espèces comme les nitrites ici, NO2-, les nitrites après des nitrates. Je ne vais pas faire tous les cycles parce que l'objectif, c'est pas de faire un cours et d'apprendre les chaînons par cœur, mais juste vous faire ressentir qu'en fait, cet atome d'azote, en fait, il se balade d'espèce en espèce chimique et il finit par un moment être dans une forme qui est assimilable justement par les organismes au niveau du sol, comme les plantes. Et après, comme tu l'as dit tout à l'heure, les plantes bouffées par les lapins, les animaux, et le lapin, les déjections du lapin qui vont être récupérées et décomposées par les bactéries et les champignons, quoi. Donc bref, tout ça, c'est des éléments du cycle. Et l'azote est un maillon... l'ammoniac fait partie d'un des maillons du cycle, quoi. Il y a une très bonne question de Oufuin dans ton chat qui dit mais pourquoi les plantes fixent l'azote, ça sert à quoi? Eh ben, on va pouvoir faire un gros package là de transfert d'informations qui va être que ce soit les plantes ou que ce soit les lapins. Est-ce que tu peux remettre je peux mettre mon écran s'il te plaît. Nice. On va avoir une assimilation de l'azote sous forme d'ammoniac, de nitrate, on s'en fout, l'azote va se retrouver dans des molécules organiques pour former des acides aminés. Ouais, en fait, c'est tout un tas, il n'y a pas seulement les acides aminés, mais les acides aminés vont jouer un rôle important. Mais il y a beaucoup de molécules dans notre organisme qui possèdent des atomes d'azote. Ouais. Le truc, c'est qu'il faut aller le chercher quelque part, cet atome d'azote. Et c'est ce qu'il écrit, ces acides aminés, et puis tous ces composés
qui vont contenir de l'azote vont permettre de former quelque chose de très important qui vont être déjà le corps de notre base génétique, l'ADN, mais en plus vont pouvoir participer à la formation de protéines. Et les acides aminés, ce sont des petites billes de différentes natures qui vont pouvoir être mises bout à bout dans notre corps à partir de notre code génétique. Donc on a l'ADN en double hélice qui va être là, et cet ADN va pouvoir être lu de manière à coder l'agencement des protéines qu'on va avoir dans notre maillon. Et ces protéines vont pouvoir ces acides aminés vont pouvoir se reformer, se restructurer sur eux-mêmes pour former des protéines, des enzymes, et qui vont participer aux réactions de notre corps. Et alors, attendez, je vais écrire ça correctement. Et donc, quand on mange, quand on a des espèces qui sont herbivores, c'est que ces espèces peuvent assimiler des nutriments à partir de végétaux. C'est la définition même d'un herbivore. Si on a des espèces qui sont uniquement herbivores, c'est que leur estomac n'est taillé que pour assimiler les nutriments à partir de végétaux. Parce que dans les végétaux, en général, les protéines, les enzymes sont plus simples. On a des molécules qui sont plus assimilables, qui sont plus simples. Les estomacs des vaches sont pas taillés pour pouvoir découper des enzymes qui proviennent ou des protéines qui proviennent de matière animale. Et donc, on a des systèmes de digestion qui sont taillés par rapport à notre alimentation, évidemment. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai qu'on a des évolutions divergentes où on a des cuisines, rien qu'au sein de l'humanité, on a des cuisines qui vont être dictées par notre alimentation, par notre environnement. Les Indiens mangent très épicé parce que déjà, leur végétation produit des épices, et du coup, ils se sont adaptés à cette alimentation. Nous, quand on mange épicé, en général, on a mal au bide. Et ben, eux se sont adaptés à ça, comme les Européens se sont adaptés à l'alcool, par exemple. Et les Asiatiques, beaucoup moins. Parce qu'il y a des protéines, il y a des enzymes, il y a des évolutions qui font que ça diverge. Bref, je m'éparpille. Non, mais en gros, pour revenir sur le point essentiel de la question, c'est que l'azote, tout le monde en a besoin, tous les organismes en ont besoin parce que c'est un élément fondamental de la matière organique qui, comme tu l'as écrit, fait partie des protéines, des enzymes, du code de l'ADN. En gros, dans votre ADN, dans ce qui vous définit vous avez de l'azote, et cet azote, il faut le récupérer d'une manière ou d'une autre. Et tous les organismes vivants n'ont pas la même stratégie pour récupérer l'azote. Le lapin, il va récupérer l'azote en bouffant une plante. Le prédateur, il va bouffer de l'azote en bouffant le lapin. Ou nous, on peut aussi récupérer l'azote en bouffant du lapin. Et les micro-organismes, les champignons, ils vont récupérer l'azote dans les déjections du lapin. En fait, tout le monde a besoin d'azote. Tout le monde a besoin d'azote et aussi de l'ammoniac, entre guillemets, parce que l'ammoniac est souvent un des produits de la chaîne. Donc, si vous enlevez l'ammoniac du système, ça pose des problèmes, quoi. La seule espèce vivante capable d'assimiler l'ammoniac ou les composés les plus simples, en tout cas, ça va être les végétaux. Et c'est pour ça qu'on a besoin du lapin qui bouffe la plante qui a assimilé l'ammoniac pour obtenir des composés plus complexes, parce qu'à chaque fois, l'individu bouffé par l'individu suivant dans la chaîne alimentaire va avoir transformé l'ammoniac et les molécules de base en des trucs plus complexes. Et plus on mange quelque chose de complexe, plus on a des molécules intéressantes pour notre corps. Et c'est pour ça que les omnivores se sont développés pour manger de tout, parce que c'était un avantage évolutif de pouvoir manger des plantes et des espèces animales. Voilà, on récupère chez tout le monde, nous, on grappille de partout. On est les gros profiteurs. Les omnivores arrivent à assimiler un peu de tout, et c'est un avantage évolutif, et c'est pour ça qu'en général, les omnivores sont au sommet de la chaîne alimentaire, dans leur écosystème. Ça dépend, ça varie, attention, il y a des particularités, mais
être capable d'assimiler de tout permet un développement plus serein parce que en général tu manques pas d'alimentation et donc l'évolution se fait de manière de plus en plus importante et on se retrouve avec des individus qui peuvent évoluer plus sereinement et plus facilement aussi. Yes. Moi, je pense qu'on a fait un bon tour sur l'aspect environnemental de l'azote et de ce sacré cycle. Est-ce que les véganes sont moins évolués? Oula. On vous laissera débattre de ça dans le chat avec évidemment tout le respect que vous devez. Justement parce que les véganes ont compris que en comprenant comment on assimile nos nutriments, nos acides aminés et nos protéines, en faisant de la nutrition, la science qui dirige comment on s'alimente, en tout cas qui surveille comment on s'alimente, on peut s'alimenter de meilleure manière, de manière à pas surcharger l'environnement. Et le fait d'être omnivore, le fait d'être carnivore, de manger de la viande, était OK quand on n'imposait pas un stress trop important sur la nature. Notre mode de vie aujourd'hui, sédentaire, urbain, fait que on est obligé d'imposer un stress aux environnements, et c'est des stress qu'on voit aujourd'hui avec le dérèglement climatique, avec l'eutrophisation des plans d'eau, etc., etc. Je vais rouvrir la fenêtre parce que je suis en train de mourir. Yes. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour, comme je disais, mais on peut passer à une autre partie, mais qui est une bonne transition, je pense. C'est parce qu'on vous a parlé du rôle essentiel de l'azote et de la problématique un peu de ce diazote atmosphérique dont on ne pouvait pas faire grand-chose à la base. Et en fait, depuis longtemps, comme tu l'as dit, on savait que les produits azotés, notamment via l'urine, étaient de bons fertilisants. Et il y a eu toute cette problématique au début du XXe siècle de savoir, avec la population grandissante, comment on va réussir à avoir une culture suffisamment importante pour pouvoir nourrir la population mondiale, en fait. Parce que on a... je sais plus, dans les années 1900, je crois qu'on était 1 milliard sur Terre, un truc comme ça. Il faudrait que vous vérifiez les sources, là, s'il vous plaît, le chat. Mais on commençait doucement à avoir un peu un boom de population. Enfin, les gens devenaient de plus en plus nombreux, tout simplement. Mais il fallait, plus vous êtes nombreux, plus il faut aussi adapter forcément la production alimentaire et donc augmenter les productions. Les productions des champs, les productions des végétaux, des plantes. Et donc, pour avoir un rendement de production suffisamment important pour pouvoir nourrir l'entièreté de la planète, eh bien, il faut accélérer les moyens naturels, les moyens biologiques naturels. Et une manière de les accélérer, c'est d'offrir aux plantes des nutriments plus que ce qu'il y a de base. Et comme depuis longtemps on savait que tout ce qui était azoté pouvait avoir un rôle, enfin depuis longtemps en fait, c'est plutôt, je crois, à partir des années 1850 qu'on a compris cette histoire de cycle de l'azote exactement, enfin qu'on a commencé à se douter que ça commence à marcher. Et donc dans les années 1900 on avait déjà des idées de solutions, on connaissait déjà l'ammoniac. On s'est dit mais comment faire, parce qu'il commençait à y avoir des pénuries et des tensions géopolitiques, parce qu'une partie d'ailleurs je crois de l'ammoniac était importée du Chili si je dis pas de bêtises, et comme c'était un des seuls endroits sur Terre où il y avait des mines pour pouvoir le récupérer, forcément ça crée des tensions et des problèmes, quoi. Des problèmes tout simplement dans les liens qu'avaient les pays entre eux, parce qu'ils ne pouvaient pas non plus tout exporter, enfin ça ne pouvait pas subvenir à toute la population. 1,6 milliard apparemment en 1900, on est encore plus que ce que je disais. Et donc il fallait trouver des moyens de créer des fertilisants de synthèse pour qu'on puisse accélérer la production. Et c'est là où, du coup, toujours au début du 20e, on a eu des chimistes allemands, Fritz Haber et je me souviens plus comment il s'appelle, Bosch, qui ont mis en place le fameux procédé dont on a vite fait parler au début, qui est le procédé Haber-Bosch, et qui a permis de tacler cette problématique des fertilisants artificiels de synthèse, puisque ça a été l'idée de génie, en fait.
elle de génie parce qu'elle est relativement simple, c'est de se dire merde, on a de l'azote dans l'atmosphère, on a 80% d'azote dans l'atmosphère, mais putain, il faut qu'on s'en serve, quoi. Il faut qu'on l'utilise pour pouvoir faire justement des fertilisants azotés, parce que tout seul, il sert à rien, quoi. Et donc l'idée, ça a été de reprendre cet azote qui est ultra abondant, hein, dont on peut se servir à la pelle, et de, à partir de cet azote, essayer de produire justement les composés azotés utiles pour les organismes vivants. Donc là, on parle surtout du NH3, de l'ammoniac. Et donc le procédé est aussi... pourquoi je dis que c'est du génie? Parce qu'il est aussi très très simple au niveau de sa transformation chimique. C'est ce que dessine justement Get actuellement. C'est que vous prenez de l'azote, du diazote atmosphérique, le N2, et vous lui ajoutez tout simplement, entre guillemets, du dihydrogène. Dihydrogène qui est pas un gaz très abondant dans l'atmosphère, honnêtement, mais qu'on est capable de produire. Voilà, on sait produire du dihydrogène via d'autres réactions chimiques et on arrive à le stocker. Donc, en utilisant du dihydrogène et de l'azote, on peut produire du coup de l'ammoniac de manière synthétique, du coup, sans attendre que ça soit fait par des bactéries dans le sol, typiquement. Donc, on peut en produire vraiment en masse et après, on peut le distribuer. Déjà, donc non seulement tu peux t'en servir en engrais déjà de base en tant qu'engrais, mais après lui-même, tu peux, à partir de l'ammoniac, le transformer dans d'autres produits azotés qui peuvent être des engrais plus efficaces. On a parlé tout à l'heure du nitrate d'ammonium. Donc le nitrate d'ammonium, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie nitrate et une partie ammonium. Dans les deux cas, c'est deux produits azotés. Donc c'est deux produits qui sont assimilables par la plante, de sorte à ce que ça l'aide à grandir, quoi. Que ce soit voilà, nitrate ou ammonium, de l'ammonium est très proche de l'ammoniac, donc vous imaginez bien que tout ça, ça peut dériver de l'ammoniac. Vous pouvez faire du nitrate d'ammonium à partir de l'ammoniac. Donc voilà, c'est pour ça que en fait l'ammoniac, c'est pas seulement une molécule que vous pouvez utiliser directement, parce que ça c'est super, ouais, tu peux l'utiliser comme engrais, mais c'est aussi une molécule qui est tellement une brique élémentaire des molécules azotées, des molécules avec de l'azote, que vous pouvez l'utiliser comme ingrédient de base pour après vous ouvrir tout un arbre, tout un champ de possibilités en termes de molécules azotées. Vous voyez, c'est un peu votre brique élémentaire et après vous allez construire dessus, quoi. Vous allez faire d'autres molécules à partir de l'ammoniac. Donc c'est pour ça que ce procédé, il a été aussi assez fou et assez deal breaker, on va dire, parce que il a enfin ouvert aux chimistes la possibilité de synthétiser, on va dire, plein de molécules azotées, du coup, même si c'était probablement possible avant, mais voilà, ça a ouvert toute une voie aussi de synthèse possible. Et donc très puissant. Est-ce qu'il y a eu des Fritz Haber et Karl Bosch? Voilà, c'était Karl le nom non, et pas Adolphe, hein. Est-ce que ça consomme beaucoup d'énergie, demande 2020, ce procédé? Bah justement non, parce que ce procédé, il est exothermique, c'est-à-dire qu'il le mélanger de l'azote et de l'hydrogène et réussir à les faire se rencontrer, ça génère c'est exothermique, ça génère de l'énergie, ça génère de la chaleur. Et donc, si on arrive à briser, parce que N2 et H2, H2 est assez réactif, mais N2 est assez stable. On en a 80% dans l'air et il se passe rien. Ça veut dire que N2 réagit pas beaucoup de lui-même. Donc, on va le chauffer très fort à 550 degrés. Ça va être tellement fort que les molécules, si on chauffe, les molécules vibrent. Si elles vibrent très fort, elles rentrent en contact avec les autres molécules autour. Et donc, N2 et H2 vont pouvoir se rencontrer dans cet environnement-là, fusionner pour se transformer en NH3 et générer un peu d'énergie à côté. Donc, on a un entretien de la procédure de la transformation. On a un entretien de la transformation parce que ces molécules elles-mêmes cette réaction-là va générer de la chaleur. Mais il faut quand même l'initier. Il faut quand même lui donner un petit coup. Il faut l'initier. C'est pour ça qu'on utilise des fours, on utilise des catalyseurs. On va utiliser des composés qui vont permettre d'améliorer la réaction, de la faire de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et donc, obtenir des rendements de plus en plus intéressants.
Mais alors c'est ce que tu dis, en fait il y a un coup de pied qu'il faut mettre à la réaction. Donc c'est pour ça qu'il y a ces conditions un peu hard que met Foxan dans le chat. Il faut effectivement qu'il y ait des hautes températures, de haute pression et les catalyseurs. Mais après, une fois que c'est lancé, la réaction spontanément, elle va libérer de l'énergie et cette énergie peut, comme tu l'as dit, auto-entretenir le système. Donc après, voilà, ça c'est pour refaire un petit peu histoire des sciences. Ça c'est au début, du coup, dans les années 1910 et quelques. C'est avant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que Fritz Haber, c'est un chimiste allemand qui est aussi connu pour malheureusement avoir mis en place les armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale. Du coup, tout ce qui est gaz sarin et compagnie. Donc, il a permis aussi le développement de l'armement et des explosifs, justement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est azoté. Si on a cette brique, voilà. Si on a cette brique, si on a ce Lego là, on peut construire ce qu'on veut avec. Quoi. On peut faire de la nitroglycérine et compagnie, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a ouvert en fait la voie des possibles. Mais après en science, quand on vous donne la voie des possibles, vous pouvez soit l'utiliser pour faire le bordel, faire le mal, ou créer au contraire des molécules bénéfiques pour l'humain. Donc, et les molécules en elles-mêmes ne sont que des outils. On regarde l'exemple de Nobel. Quand il a la nitroglycérine, quand on synthétise de la nitroglycérine, ça c'est utilisé dans l'armement. Son application de dynamite sert au minage, pour faciliter le minage, pour faciliter le creusement des tunnels. C'est vraiment un outil. Effectivement, ça peut servir d'explosif pour faire sauter des gens, mais ça peut aussi servir à faciliter la vie des mineurs qui se cassent le cul dans des mines à 200 mètres de profondeur. Ouais. Et voilà, donc là, pour parler du revers positif quand même de ce procédé-là, c'est du coup le produire de l'ammoniac et comme on l'a dit, les engrais de synthèse, augmenter les rendements agricoles. Et ça, c'est grâce à ça qu'on a pu ne pas connaître, on va dire, qu'on a pu éviter pour éviter de faire double négation, voilà, des famines et des gros problèmes d'alimentation à l'échelle mondiale, quoi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est presque considéré comme étant l'invention qui a sauvé le plus de vies humaines dans le monde parce qu'elle a empêché les gens de mourir plutôt. Mourir de faim. De nourrir tout le monde. Oui, c'est ça. Oui, elle a empêché les gens de mourir, je dis. Oui. Et en nourrissant tout le monde. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est un contre-coup. Et c'est aussi ça qui est intéressant de souligner. C'est le fait que l'industrie chimique, elle est très belle et resplendissante quand elle permet de résoudre des problèmes aussi importants que la faim dans le monde. Mais on en a suffisamment parlé tout à l'heure. Le problème, c'est la surutilisation après de ces molécules-là dans les environnements naturels, ou dans des environnements qui ne sont pas faits pour encaisser toutes ces quantités-là. D'où le fait qu'aujourd'hui, on commence à avoir des problèmes environnementaux non négligeables. On a parlé d'eutrophisation des milieux marins, l'acidification aussi. Voilà, donc les écosystèmes qui se meurent. Donc, bon, là, on a parlé de l'ammoniac, mais il y a plein d'autres problèmes. Lors de l'épisode sur le glyphosate, on a eu le temps d'en parler de ces problèmes-là. Mais tout ça pour dire qu'il faut aussi souligner les limites de ces procédés, enfin plutôt de l'utilisation de manière abusive de toutes ces molécules-là, qui malheureusement font pas toujours du bien à l'environnement, même si elles nous ont aidés un temps et qu'elles ont été nécessaires pour la survie de l'humanité. Aujourd'hui, on en est dépendant. En fait, aujourd'hui, on ne peut presque plus faire sans. Mais c'est comme tout, il faut qu'on trouve une solution si on ne veut pas détruire ce qui nous reste. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des alternatives. Personnellement, et personnellement, là, c'est une petite digression, mais ça, on pourra dire que c'est une fuite en avant dans les sciences, mais la science et la chimie et les sciences en général doivent répondre à ces problématiques qui ont été causées par les générations passées, par les chercheurs passés. La science doit servir à ça. La décroissance, entre guillemets, c'est une très bonne chose à l'échelle locale, mais à l'échelle mondiale, on ne peut pas demander à des pays qui n'ont pas goûté à cette croissance, justement, à ce développement industriel important, de faire sans, parce que c'est complètement hypocrite de dire à des pays comme l'Inde, qui doivent nourrir plus d'1 milliard de personnes, de faire sans, et du coup, ils sont obligés
d'utiliser des engrais qui vont créer de l'eutrophisation dans le Gange. Le Gange est un fleuve absolument horrible en termes d'écosystème, parce qu'il y a des rejets industriels qui sont beaucoup trop importants. Et donc, aussi parce qu'il y a beaucoup de cadavres dedans, mais ça, c'est un autre problème. Il faut que nos développements scientifiques répondent à cette problématique. Et on voit là, par exemple, les statistiques de production en 2014 de l'ammoniac dans le monde. On produit 145 millions de tonnes d'ammoniac par an grâce à différents procédés, notamment la Berboche. Et on voit que la Chine est le premier producteur, leader mondial de production, mais ça, c'est comme d'hab, la pétrochimie, les productions chimiques en général, les synthèses de base en chimie proviennent très souvent de Chine parce que développement économique, capitalisme, etc. Mais la Chine produit 32% de l'ammoniac mondial. C'est titanesque. Et c'est Jidu qui disait, est-ce que la solution ne serait pas juste de pisser dans le jardin? Ah oui, c'est un début, mais à l'échelle locale, c'est un début. C'est un début. Et c'est pour ça qu'on parle de décroissance en privilégiant les circuits courts, les machins, mais parce qu'il y a aussi excusez-moi pour la moto qui passe, mais les sciences doivent répondre à ces problématiques. Tu confonds peut-être avec les phosphates. Non, mais les deux sont... En fait, c'est assez proche. C'est-à-dire qu'effectivement, les phosphates font aussi partie des ingrédients, des engrais importants. CF, le glyphosate, qui a aussi son groupement phosphonate, je crois, qui va bien. En fait, voilà, les deux... Après, attention, le glyphosate, il fout en l'air. Oui, pardon. Oui, parce que, en fait, il est ingéré aussi facilement à cause de son côté phosphore, quoi. À cause de son groupement. Les plantes, pour revenir un tout petit peu en arrière, pour répondre à Jidu 33, les plantes ont besoin de 3 composés primordiaux pour la croissance. L'azote, sous forme de nitrate, de nitrite, d'ammoniac. Les phosphates. Donc le phosphore sous forme de phosphate. Ouais. Et du potassium sous forme d'ion potassium K+, qui vont être assimilés. Et nos phosphates, nos engrais, sont taillés en fonction des cultures, parce que il y a des plantations qui vont demander beaucoup d'azote, beaucoup de phosphore, peu de potassium. Il y a des plantes, il y a des végétaux qui vont demander plus de potassium, moins d'azote, etc. Et donc, on a des engrais qui vont être taillés pour chaque champ, pour chaque production agricole, mais l'épandage de ces engrais va ruisseler en général et on va avoir des effets d'eutrophisation, notamment dans le cadre de l'épandage d'azote sous forme de nitrate, de nitrite, d'ammoniac, de composés azotés, d'engrais azotés. Donc là, on se concentre vraiment sur l'azote, mais les plantes ont besoin d'autres nutriments qui sont assimilés, qui sont utilisés. La production mondiale d'azote, d'ammoniac, elle est très importante aussi d'un point de vue scientifique. Je vous présente actuellement la page Google Scholar sur les publications concernant le mot-clé ammonia, qui est le terme anglais pour ammoniac. C'est juste 2022 là. J'ai gardé j'ai gardé 2022. J'ai 39 200 résultats. Donc c'est un composé qui est ultra utilisé. C'est pas parce qu'il a été produit industriellement en 1913 qu'on s'est dit c'est bon, c'est gagné, ciao. Depuis 1913 et la production industrielle, ça nous a ouvert une porte sur ce qui est possible de faire avec de l'ammoniac. Et aujourd'hui, l'utilisation de l'ammoniac, alors on regarde comment elle est produite dans la nature au niveau des archées, qui sont des organismes microscopiques. On a des techniques de formation d'ammoniac pour essayer justement d'avoir de l'ammoniac des azotes plus assimilables par l'environnement pour éviter cet effet d'eutrophisation. On a des tentatives d'utilisation d'ammoniac pour limiter les rejets de NOx, les NOx, là, les fameux... qui sont des gaz à effet de serre. Juste feuilleter les titres des publications de 2022 sur l'utilisation de l'ammoniac nous renseignent sur la
prévalence de cette molécule dans les recherches et dans l'industrie aujourd'hui. Et il y a un intérêt aussi qui est intéressant dans la production de biogaz et dans le stockage de l'hydrogène, parce que, comme on l'a dit, notre molécule, alors attendez 2 petites secondes, notre molécule, c'est une molécule qui permet de stocker de l'hydrogène, puisque un N2 peut stocker une molécule d'azote, de diazote, peut stocker 2 molécules de dihydrogène. Et donc, si on arrive à passer de ammoniac à hydrogène, faire la réaction inverse qu'on a ici. J'ai cliqué sur un truc, il fallait pas, je m'en excuse. Tu parlais de l'ammoniac transformé, là tu parles de passer de l'ammoniac à l'hydrogène, c'est ça? De faire la réaction inverse. Si on arrive à faire cette réaction inverse, de passer de NH3 à N2 plus 3H2, c'est super intéressant. Pour avoir de l'hydrogène. C'est super intéressant parce qu'on produit de l'hydrogène. Cet hydrogène, on peut le brûler dans des moteurs à hydrogène. Et donc, on a un composé acide qui a ses problèmes, mais qui est quand même moins toxique que d'autres composés producteurs d'hydrogène. On va pouvoir créer des piles à hydrogène à partir d'ammoniac. Donc, il y a vraiment pas une explosion, mais l'ammoniac reste à la pointe de nos recherches scientifiques et techniques aujourd'hui. C'est là où je voulais en venir. Ouais, il y a des voix qui demandaient pour les rediffs, elles seront dispo, hein, normalement sur ma chaîne YouTube et sur nos chaînes Twitch respectives, on met en temps fort, ça va rester ad vitam aeternam. Ouais. La consommation de NH3 dans le procédé inverse du procédé Haber-Bosch, dans la production d'azote et de diazote et de dihydrogène, les rejets sont complètement safe, entre guillemets, d'un point de vue toxicité pour les environnements. Parce qu'on a du N2 qui est déjà à 80% dans l'atmosphère, donc c'est vraiment pas toxique. Et le H2, s'il est brûlé, une fois brûlé, il va former de l'eau. Oui. Donc c'est des composés qui sont... C'est des composés qui sont vraiment... assez inoffensifs pour l'environnement. Inoffensifs pour l'environnement. Je cherchais un petit peu les moyens alternatifs pour produire de l'ammoniac, parce qu'aujourd'hui on utilisait Haber-Bosch, mais on pourrait trouver des moyens un petit peu alternatifs. On utilise du carbonate de calcium, non ? Oui, il y avait ça, mais en fait je voulais penser à plus l'aspect respect pour l'environnement, tu vois. Au lieu d'utiliser l'hydrogène, parce que l'hydrogène c'est pareil, ou comment on extrait l'hydrogène, tu vois, l'hydrogène qui est utilisé dans le procédé Haber-Bosch, de l'eau, voilà, il faut utiliser de l'énergie initialement, tu vois. Ouais. En fait, une manière peut-être un peu plus respectueuse de l'environnement serait de s'inspirer de ce que fait déjà l'environnement, et en particulier certaines bactéries qui, comme on l'a vu un peu tout à l'heure, sont capables de métaboliser l'azote pour le transformer en ammoniac. On l'a vu que certaines bactéries dans la terre prennent l'azote de l'air, et peuvent le transformer en ammoniac, et après cet ammoniac va pouvoir être métabolisé éventuellement par d'autres organismes. Et donc il y a une voie biochimique, du coup, on peut l'appeler comme ça, pour laquelle on a de l'intérêt, où on va un peu à la manière dont on fait le bioéthanol aujourd'hui, tu vois. Le bioéthanol, on en a un petit peu parlé quand on a parlé de l'éthanol. C'est le fait de produire de l'éthanol grâce à tout simplement des micro-organismes qui vont faire la fermentation, c'est-à-dire qui vont bouffer des sucres et transformer les sucres en alcool, là en éthanol. Donc tout ce qu'on appelle bioéthanol, et c'est en partie l'éthanol que vous pouvez par exemple utiliser dans les carburants, quand vous avez de l'essence coupée à l'éthanol, eh bien c'est souvent, enfin ça en tout cas ça peut être le cas, je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais en tout cas il me semble que c'est assez souvent le cas, de l'éthanol qui provient justement de cultures biologiques et de micro-organismes. Et ben on peut imaginer un petit peu la même chose pour l'ammoniac, avec des bactéries qui seraient capables de convertir l'azote en ammoniac en utilisant la fameuse
la fameuse enzyme. En fait, il faut savoir que ces micro-organismes ont une certaine enzyme qui s'appelle la nitrogénase et qui est capable justement de faire cette conversion-là. Donc utiliser directement ces moyens naturels pour faire cette conversion-là. Mais en fait, en réalité, j'ai pas vu beaucoup de ressources à ce sujet-là. Je sais pas si ça se fait vraiment ou si c'est un peu un truc, une lubie un peu de ma part. C'est des trucs Non, probablement. C'est des recherches qui j'en ai sont vu. faites, peut-être. Ouais. Voilà, c'est des recherches qui sont faites. Il n'y a pas d'application absolue actuellement, mais, c'est des recherches qui doivent être faites parce que se passer de synthèse, de synthèse coûteuse en énergie, comme le procédé Haber-Bosch, parce que chauffer à 550 degrés, ça s'obtient pas comme ça en claquant des doigts. Il faut brûler quelque chose, Oui, voilà. C'est des procédés qui sont lourds à mettre en place. Ouais, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, en plus, il y a une partie, on l'a pas évoqué, mais il y a une partie de l'ammoniac qui est fait donc selon le procédé Haber-Bosch, mais le truc c'est que l'hydrogène du procédé Haber-Bosch, il peut être récupéré aussi via le méthane, en fait. Le méthane qu'on peut récupérer dans les nappes pétrolières, là. Tout ce qui est extraction du pétrole et des hydrocarbures, ouais. Mais dans ces nappes-là, il y a aussi du méthane, ce qu'on appelle le gaz naturel, en fait, qui est stocké. Donc, c'est pas le pétrole, parce que le pétrole, c'est vraiment la phase plus organique avec hydrocarbures, avec des chaînes longues. Mais on a aussi dans la récupération du pétrole, comme il y a aussi beaucoup de méthane qui est rejeté, une partie de ce méthane peut être utilisée et on peut extraire de ce méthane-là l'hydrogène. Le méthane, c'est CH4 de formule. On aura l'occasion d'en parler probablement dans un formule brut du méthane, parce que ça fait partie des grosses molécules un peu phares aussi. Et ce fameux méthane qui est composé d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène, on peut s'imaginer qu'on peut extraire les atomes d'hydrogène de cette molécule-là et après pour faire du dihydrogène et s'en servir dans le procédé Haber-Bosch. Donc ce procédé Haber-Bosch, il est aussi employé dans des infrastructures qui extraient le gaz naturel et pour récupérer l'hydrogène. Donc vous imaginez bien aussi le degré, on va dire, de pollution entre guillemets que peuvent générer ces infrastructures. Donc si on peut se passer de ce genre de procédé avec des moyens un peu plus bio, dans le sens naturel, biologique. Respectueux de l'environnement. Respectueux, plutôt que bio, parce que bio, ça a des connotations très différentes. Mais voilà. Alors j'avais vu des remarques sur les catalyseurs dont tu parlais. Ouais, mais tu veux peut-être juste un petit développement, juste une petite expansion à partir. Quand on parlait de l'intérêt de la chimie à participer à la protection de l'environnement, c'est tout un pan de chimie qui s'est ouvert depuis les années 80-90, ce qu'on appelle la chimie verte, qui vont être des découvertes, des avancées techniques, des découvertes de réactions potentielles qui permettent de synthétiser des molécules qu'on synthétisait à l'époque avec des composés absolument dégueulasses. Des hydrocarbures, des trucs ultra nocifs pour l'environnement, des acides super forts, des rejets. En plus, du coup, ces réactions faisaient qu'il y avait des déchets, des rejets dans l'environnement qui étaient absolument horribles, d'où le développement du pictogramme, du poisson crevé, parce qu'il y a des composés qui sont absolument dangereux pour l'environnement. Mais la chimie verte, c'est tout un pan de chimie qui s'est ouvert, qui permet de synthétiser des molécules dont on a besoin, qui sont primordiales pour nos synthèses organiques, pour nos synthèses en laboratoire, de manière plus respectueuse de l'environnement, en diminuant les quantités, en substituant des composés horribles pour l'environnement par des composés un peu mieux, en synthétisant in situ au laboratoire des composés qui au départ devaient voyager et qui risquaient des rejets dans l'environnement, etc., etc. Donc, comprendre les mécanismes chimiques de synthèse permet de réduire l'impact de la chimie sur l'environnement déjà avant même l'application de la molécule à la fin, de la molécule qu'on veut synthétiser. Le procédé Haber-Bosch, il est super efficace, il est assez simple à mettre en place, entre guillemets, dans le sens où il faut de l'azote, de l'hydrogène, mais les quantités d'énergie nécessaires pour le faire fonctionner sont immenses. C'est ça. On arrivait à le faire dans des grandes colonnes en mettant de l'azote, en mettant de l'hydrogène et en chauffant comme des malades, mais
quand on a vu que ça demandait énormément d'énergie et à l'époque c'était énormément de charbon, eh ben, on s'est mis à discuter de la synthèse de ce procédé Haber-Bosch par catalyse. Donc on a rajouté des métaux qui permettent de favoriser la réaction Haber-Bosch en chauffant un peu moins fort. Donc on économise sur le charbon qu'on brûle au départ. Donc tout ça, c'est des petits moyens d'optimisation. Oui, voilà, c'est de l'optimisation. C'était pas dans l'idée de faire de la chimie verte à l'époque, quand on s'est dit on va catalyser ça avec des métaux, mais ça nous amène à ce raisonnement de si j'arrive à utiliser moins de charbon pour faire mon procédé, à brûler moins de charbon pour faire mon procédé Haber-Bosch, je vais faire des économies. À l'époque, c'était de l'argent. Aujourd'hui, on dirait ça permet d'éviter de brûler du charbon. Donc, on a cette transformation de la chimie qui participe au développement de la protection de l'environnement. C'est ça. En fait, faut pas avoir cette vision assez primitive de la chimie. Enfin, je pense que personne l'a vraiment dans le chat, mais c'est vrai que la chimie est souvent associée à la pollution, au côté le mal, le mal, parce que en fait, on produit beaucoup en abondance, on rejette des choses dont on ne connaît pas les conséquences. Ce qui est vrai, en fait, en soi, il y a une partie de la chimie qui a longtemps été comme ça. Pour moi, et aujourd'hui, une époque. Ah voilà, c'est ça. Une certaine époque. En fait, la chimie, il faut savoir que c'est une discipline qui évolue avec sa société, quoi, avec la culture. Et la chimie qu'on fait aujourd'hui, elle est vraiment très différente de la chimie qu'on pouvait faire il y a 10, 20, 40, 50 ans. Donc, elle évolue en même temps que ces chimistes, finalement. C'est les chimistes qui font la chimie, et donc c'est les chimistes qui vont dicter les bonnes manières de faire, on va dire, pour servir proprement la société, quoi. Donc, c'est important de prendre ça aussi en compte. L'évolution de la discipline, effectivement, on n'en parle pas beaucoup. La gestion des déchets au sens large évolue absolument. Oui, complètement. Et, j'ai des profs à l'Uni qui nous parlaient, qui nous disaient, mais moi de mon temps, le benzène c'était sans la hotte aspirante, quoi. Enfin, benzène qui est un produit extrêmement toxique. Alors qu'aujourd'hui on sait que c'est cancérigène. Voilà. Et d'ailleurs les profs de chimie organique ils vivent pas très longtemps parce que les chercheurs en chimie organique à l'époque dans les années 60-70 c'était le Far West, les laboratoires. Et aujourd'hui, avant le moindre TP, on nous fait écrire une feuille sécurité où on dit « Ok, je vais utiliser tel composé. Ce composé-là, il a tel effet sur l'environnement, sur le corps. Je vais l'utiliser en très petite quantité pour cette manipulation précise. » Et donc, on a cette anticipation dans le processus qui est venue se rajouter, qui permet de sécuriser absolument, au maximum qu'on fait dans le laboratoire. Mais quand je dis sécuriser, c'est pour nous. Et pour l'environnement. Pour l'environnement, pour les déchets, etc. Et à une époque, on avait peut-être tendance à tout jeter dans l'évier se retrouvaient dans les égouts, basta, on s'en fout. Aujourd'hui, on sépare les composés dans des bidons de stockage qui vont être traités par des entreprises spécialisées, qui vont pouvoir peut-être recycler certains composés, qui vont se débarrasser des autres de manière sécurisée. Ça va être. Il y a tout un protocole. Il y a des procédures maintenant beaucoup plus développées. Après, on est tous les deux pas dans le milieu, donc on connaît pas. On connaît pas les business sous-jacents ou les trucs comme ça, ou les trucs. Il doit y avoir aussi des trucs pas forcément très propres. Il faudrait demander à Élise Lucet de faire une enquête sur la gestion des déchets chimiques. C'est sûr qu'il y a des bidons. C'est sûr qu'il y a des bidons où à la fin, c'est brûlé, c'est incinéré, parce que c'est le moins pire. Ouais. Il y avait une remarque sur l'AD Blue apparemment à base d'ammonium, un truc qu'on met dans les pots catalytiques des nouveaux moteurs. Parce que tu parlais tout à l'heure, vite fait pour remettre en contexte la question, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on peut utiliser l'ammoniac, ou du moins la molécule de base pour faire des pots catalytiques. Donc en fait c'est des objets qui vont permettre de filtrer les gaz des pots d'échappement. De sorte à ce que les gaz des pots d'échappement ne polluent pas autant que ce qu'ils devraient, parce qu'ils vont être filtrés, ils vont passer par une matière qui va les récolter et éventuellement les transformer. Du coup, je sais pas si tu en as entendu parler de la j'en ai entendu parler, je sais que ça existe, je sais que ça sert à capturer les NOx qui sont rejetés, les fameux NOx qui sont des gaz à effet de serre, mais j'ai pas les détails de comment ça fonctionne. Yes, bien sûr. Ok. Je
peux pas trop rentrer dans le détail Mais maintenant. c'est un autre exemple finalement d'applications qui sont justement à l'inverse de la pollution, qui sont dans une dynamique de dépollution en fait. C'est ça. Comme quoi de préservation de l'environnement. Ouais, préservation de l'environnement. Et comme quoi en fait une même molécule peut avoir vraiment des orientations très différentes en fonction de l'application et de ce qu'on veut en faire. L'ammoniac, je trouve, a vraiment ce double rôle parce que il est une source formidable d'azote, mais quand on est une source formidable d'azote, on peut être exploité à bien comme à mal, quoi, finalement, pour produire des molécules qui peuvent être tout à fait bénéfiques pour l'être humain comme maléfiques. Donc, je trouve que l'ammoniac fait bon exemple là-dessus. Il y en aura plein d'autres, des molécules qui ont un peu ce double revers, on va dire. Mais voilà. Moi, je pense que on a fait un bon tour. Moi, j'arrive à peu près à la fin de ce que je voulais dire. Je pense que j'ai éventuellement d'autres notes. Mais j'essaie de me souvenir de ce dont si vous avez des questions, des remarques, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, n'hésitez pas. On peut aussi revenir sur des choses qu'on a déjà dit et qui étaient peut-être pas claires. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, de ce que j'avais lu moi dans mes notes, l'impact de l'ammoniac est de plus en plus connu sur l'environnement, du moins ça devient un problème, un vrai problème de société, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On s'intéresse vraiment à l'impact de l'ammoniac sur l'environnement et sur les différents types d'environnement, que ce soit l'air ou les airs ou les eaux, parce qu'en fait, comme on vous l'a dit, c'est en fait une entité qui peut se distribuer vraiment entre la phase liquide, enfin la phase aqueuse, puisqu'on a vu que l'ammoniac était très soluble dans l'eau, mais c'est aussi un gaz qui facilement peut être dans l'air. Et on sait aujourd'hui que il y a la grande majorité de l'ammoniac qu'on retrouve dans l'atmosphère, il est d'origine anthropique. Il est à cause de notre épandage et des déjections de l'élevage en fait. Et du coup, ça entraîne quelque chose, le fait que cet ammoniac soit très soluble dans l'eau, c'est que ça va acidifier l'eau. On l'a vu. Ça, on l'a un petit peu dit, effectivement. Attends, je remets la tablette. La super tablette. Je remets la tablette. Tac. NH3 plus H2O, ça va donner... Là, on ne voit pas actuellement, mais tu pourras en mettre. Excuse-moi. Ça va donner NH4 plus OH-. Ça peut réagir avec l'eau. Donc d'une part, ça peut se dissoudre dans l'eau, mais là, on ne parle pas d'une dissolution, on parle carrément d'une réaction avec l'eau, où ça forme du coup de l'ammoniac. Donc c'est de l'ammonium, pardon, NH4+, le fameux ammonium dont on a parlé depuis le début, qui est un petit peu la cousine très proche de l'ammoniac. C'est l'ammoniac dans l'eau. C'est l'ammoniac dans l'eau, tu peux le voir comme ça. Et du coup, il va être acide. Et du coup, ça va acidifier les eaux et ça va entraîner quelque chose, c'est que du coup, cet ammoniac, quand il va être dans l'air et qu'il va rencontrer un nuage, il va se dissoudre dans les gouttelettes d'eau. Et donc, les pluies acides qu'on avait dans les années 80 qui étaient dues au soufre, qui étaient rejetées par les industries, on l'a vu, on l'a compris, on l'a corrigé, parce que maintenant, on récupère les gaz soufrés dans les usines, dans les cheminées. Mais du coup, l'ammoniac a pris la place. On a continué à avoir des pluies acides parce que les engrais génèrent de l'ammoniac. On a de l'ammoniac gazeux dans des régions très agricoles. Et on se retrouve avec des pluies acides parce qu'on a du NH4+, on a de l'ion ammonium dans l'eau de pluie, et ça acidifie les pluies et ça crée des gros problèmes écologiques où ça vient brûler les feuilles, il y a des problèmes écologiques de ces retombées acides. Carrément, ouais. Et donc c'était un des inconvénients de l'ammoniac atmosphérique, parce que ça vient acidifier les eaux en stagnation dans l'air, qui sont les nuages, qui sont les pluies, qui sont tout ça. Donc là, pour vous donner des chiffres, en 2011, l'agriculture était selon l'AEE, je ne sais plus ce que c'est comme organisme, responsable de 94% des émissions de NH3. Donc en fait, c'est très anthropique du coup, puisque c'est l'agriculture qui a fait qu'on a beaucoup de NH3 dans l'atmosphère. Et la première source, c'est l'élevage via les fumiers et lisiers, quoi. C'est le fait d'avoir un élevage très intensif, quoi, de tout ça.
Là, je vous montre les concentrations d'ammoniac sur la planète. En quelle année? C'est sur près de 15 ans. C'est l'évolution de la concentration en ammoniac atmosphérique sur 15 ans, entre 2002 et 2016. Et donc, on voit qu'il y a une augmentation très, très importante en Europe de l'Est, dans les régions très agricoles tropicales et dans les plaines américaines, avec une décroissance un petit peu dans les régions un peu plus isolées, la forêt amazonienne, la Russie, pas la Sibérie, ça c'est encore la Russie. Ouais, non, c'est la Russie occidentale. Mais on voit qu'on a une augmentation dans des régions assez agricoles, l'Europe de l'Est, la Sibérie, nord de la Mongolie, et l'Inde, l'Asie du Sud-Est, et puis la Chine. Un petit listing, histoire qu'on finisse sur une note très négative, petit listing des effets du NH3 au contact des feuilles. J'avais vu dommages foliaires visibles, croissance réduite, productivité moindre, formation de composés toxiques dans les tissus, moindre tolérance et résilience face à la sécheresse et au gel, moindre résistance aux parasites et insectes nuisibles, ainsi qu'aux maladies causées par les micro-organismes, dégradation des associations symbiotiques, on l'avait vu, l'importance de la symbiose entre les plantes et les bactéries, une concurrence faussée entre espèces au détriment de la biodiversité et en faveur de quelques espèces ubiquistes, c'est fou, moi je vois pas souvent, ou résistantes. Bon bref, tout ça pour dire que l'acidification, le contact de... Enfin là c'est pas tant là c'est juste l'impact de l'ammoniac sur les plantes quand il est en abondance excessive, quoi. Donc voilà, je pense qu'on peut éventuellement conclure là-dessus, sauf si tu voulais rajouter non, je crois que chose. j'ai vu... Excusez-moi pour la moto, encore une fois, mais il fait trop chaud, je suis obligé d'ouvrir, sinon je décède. Donc pour conclure un petit peu, et après on coupera la rediff et on fera une petite outro, tranquillou bilou. Surtout que là c'est bien parce que ça va faire nos à peu près 2 heures de stream, donc c'est parfait. Ouais. Donc voilà, l'ammoniac c'est une molécule très intéressante pour son côté, pour sa dualité finalement, comme on l'a dit, à la fois essentielle car porteuse d'un atome d'azote qui va ensuite être recyclé à foison dans les différents organismes par lesquels il va passer cet atome d'azote, mais c'est comme beaucoup de molécules, c'est la dose qui fait le poison, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à vouloir trop utiliser d'ammoniac en tant qu'engrais, on va saturer les environnements et on va créer des problèmes d'eutrophisation, d'acidification, et tout ça, ça va détruire des organismes vivants et même voire des écosystèmes entiers. Donc c'est à double tranchant, essentiel l'azote pour nous et en même temps un dangereux ingrédient. L'ammoniac, tant qu'il y en a... À trop forte dose. À trop forte dose, comme d'habitude. L'ammoniac, ça va plus être une molécule dont le rôle va être positif que lorsqu'il est intermédiaire, tu vois. C'est ça, c'est quand l'ammoniac est intermédiaire, c'est-à-dire que l'ammoniac, ça va être une brique, vraiment. C'est une brique élémentaire qui va être utilisée par les organismes pour se construire. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire, mais il n'est nécessaire que en tant qu'intermédiaire, parce qu'on va se servir de lui, on va construire des choses avec. Après, lorsqu'on va détruire nous-mêmes nos propres molécules avec le métabolisme, on va rejeter de l'ammoniac. Ça va être un peu un déchet ou un intermédiaire ou un réactif de base, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, quoi. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et après, du côté, ça c'est pour le côté environnement, pour le côté chimie, on a vu que ça va être une molécule qui va ouvrir la voie aussi à plein de synthèses, plein de créations, plein de transformations de la matière possible pour les chimistes, qui eux-mêmes vont pouvoir construire après plein de molécules azotées différentes aux applications très vastes et variées. Voilà, je pense qu'on a fait le petit résumé de ce soir. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, voilà, moi j'ai fini aussi. C'est parfait. C'était très intéressant. Voilà, on va s'arrêter là, mais on va faire une petite outro. Donc restez ici sur Twitch. Et puis sinon, à bientôt. Et bisous YouTube, on peut dire au revoir à YouTube. Des bisous. Des bisous. Ciao. Bye bye.